Toute figure exemplaire est nourricière de confiance. Céline Lallemand est Head of People chez Booksy France. Vous savez, le Doctolib de la beauté. D'un clic, vous prenez rendez-vous au spa, chez le coiffeur et chez le tatoueur. Sauf que, quand Céline arrive dans l'entreprise, le beau vernis cache une dure réalité. Booksy France n'a pas de culture d'entreprise commune et 20% des collaborateurs ont quitté le navire. Comment construire une culture d'entreprise ? Par où commencer ? Céline nous raconte ce parcours semé d'embûches et nous partage ses ambitions pour construire le Booksy France de demain. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Céline. Bonjour Grace. Céline, dans cet épisode, on va parler de la création d'un socle de valeurs communes dans une entreprise et forcément de la constitution d'une culture d'entreprise. Pour commencer, Céline, Booksy, c'est une scale-up internationale qui est assez récente parce qu'en fait, elle est arrivée en France au début de l'année dernière, début 2022, et qui en fait est arrivée avec un défi. Et le gros défi pour Booksy, c'est de créer un esprit d'entreprise, un sentiment d'appartenance. Parce que tu vas nous l'expliquer, Booksy est issu à la fois d'un rachat et d'une fusion de start-up, c'est ça ? Exactement. D'abord une fusion et après un rachat. Donc ça fait pas mal de changements en un espace de temps assez court. Et donc maintenant, il faut consolider le tout et puis embarquer tout le monde dans une nouvelle aventure. C'est la fusion de quelle start-up au début ? Alors au début, c'est la fusion du ciseau, donc l'application Le Ciseau, avec Flexibeauty, qui a donné l'application Qute. Et Qute a été racheté plus tard par Booksy. D'accord, donc à ce moment-là, l'entreprise, c'est un mélange de la culture de l'entreprise de ciseaux, de Flexi, et puis du coup de cet ensemble qui a été créé ensuite et racheté pour devenir Booksy. C'est ça, il y a eu un premier travail en fait, déjà de fusion en fait des valeurs, des valeurs entre le ciseau et Flexi. Donc, il y a déjà eu un premier travail, puisque c'était deux startups françaises, des petites startups françaises qui avaient des cultures vraiment différentes. Donc, il a fallu déjà mixer le tout, trouver une espèce de cohérence d'équipe et de projet. Et juste après, on s'est fait racheter par Booksy, qui avait déjà une culture installée. Culture internationale. Voilà, c'était la première startup française qui est rachetée. Et donc là, du coup, il faut se re-challenger et se remettre un petit peu sur les rails d'une nouvelle entreprise. Comment le fait que Booksy soit une entreprise internationale peut bouleverser le fonctionnement d'une entreprise ? Alors, déjà tout simplement parce que on part d'une entité 100% française et que les gens travaillaient tout simplement en français. Et donc, du coup, cette réadaptation en fait à l'anglais, puisque c'est maintenant notre langue officielle, on va dire. Il y a des équipes, notamment les équipes produits, les équipes tech, les équipes marketing, les managers qui doivent en fait communiquer avec l'international. Bah oui. Et donc là, en fait, on a fait face à déjà un déficit de langue assez important, puisque c'était pas un prérequis de travailler en anglais au départ. Donc déjà première chose. Et culturellement, c'est pas la même chose de travailler avec des Américains, des Polonais, des Anglais et des Espagnols. Donc premier réajustement là déjà. C'est quoi les différences de culture justement comment est-ce qu'on s'adresse à un Américain ? Comment est-ce qu'on s'adresse à un Espagnol, à quelqu'un en Asie ? Est-ce qu'il y a des manières différentes justement de gérer les relations humaines entre des pays comme ça ? Alors il y en a. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Enfin c'est plutôt assez fluide. Après c'est plutôt dans le management au quotidien. On voit par exemple dans les réunions, typiquement les réunions RH qu'on mène tous ensemble, parce qu'on a un groupe de RH, on discute un petit peu de nos problématiques, on a des problématiques très très différentes. Voilà, je rigole là-dessus, mais les Français sont un peu, sont un peu particuliers, c'est toujours un peu dans la revendication, ces genres de choses. C'est des problématiques qu'on ne rencontre pas forcément les autres pays. Il y a des pays qui sont aussi plus directs. Par exemple, les Espagnols
ont moins tendance à mettre un peu les formes, etc. Mm. Contrairement aux Anglais qui mettent beaucoup les formes. Donc quand vous communiquez, surtout à l'écrit, voilà, faut quand même faire attention à qui sont là. Il faut qu'on s'adapte un petit peu quand même, minimum. Les Polonais sont beaucoup dans l'action. En fait, il faut que tout aille vite. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut appréhender, auxquelles il faut s'habituer. Voilà. Oui, que toutes les entreprises internationales doivent rencontrer Oui, à un moment ou à un autre, quoi. c'est ça, exactement. Et du coup, à ce moment-là, les équipes du nouveau Booksy changent de produit ou est-ce qu'elles gardent du coup les mêmes produits, les mêmes outils de communication? Est-ce que tout est bouleversé ou est-ce qu'on garde quand même un socle de la startup cute? Alors, on n'a pas fait un changement direct, ça s'est fait progressivement, mais l'année 2022 a Mm. amorcé en fait une migration, on va dire, totale. Au niveau des outils, alors il y a forcément des nouveaux outils, hein, par exemple, le service client a changé d'outil d'appel, par Mm. exemple, ce qui peut amener une adaptation, des petits soucis techniques pour la mise en place, etc. Un CRM, par exemple, alors à ma connaissance, je crois qu'ils n'ont pas changé de CRM, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et par contre, au niveau du produit, oui, effectivement, il y a en fait une grosse migration, puisqu'en fait, aujourd'hui, la plateforme Qt existe encore, Ah, d'accord. mais en fait, l'objectif, c'est dans le futur, c'est de n'avoir que Booksy, puisqu'on est devenu Booksy. Donc, il faut gérer à la fois la migration culturelle, la migration produit, la migration aussi des équipes, en fait, dans un mindset international. Donc c'est un travail de longue haleine qui est pas encore fini. Et cette année, ça va être vraiment la transition vers Booksy 100%. Justement, pour parler concrètement, toi, en fait, Céline, t'es arrivée en septembre, donc c'est assez récent. Ça fait quoi, 6 ou 7 Oui, mois, du coup? 6 6 mois. mois, ouais, ouais, ouais. Tu es arrivée en septembre et quand tu arrives, quelle est la situation? Quelle est l'ambiance chez Booksy? Alors, pour jouer vraiment la carte de la transparence, euh, c'était assez compliqué quand je suis arrivée. J'ai remarqué vraiment des tensions en fait directement en arrivant. Parce qu'il y a eu ce rachat en fait qui a laissé un peu des traces en fait, parce que avec tous ces changements, il y a eu un bouleversement à l'intérieur. Quand vous travaillez dans une start-up de 20 personnes et que vous intégrez un groupe de 1000 personnes, ça n'a rien à voir en fait. Donc, à un moment donné, il y a peut-être une désadhésion en fait au projet. Ça forcément, ça entraîne aussi des process qui sont plus longs, etc. Des changements. Oui, puis c'est moins proche de l'humain, en fait. À partir du moment où on est plus de 1000, Oui, oui, oui. évidemment qu'on va être moins proche. Enfin, en tout cas, au début, le temps de se structurer et de recréer un vivre ensemble, quoi. Oui, oui, oui. Alors après, on n'est pas en lien avec les 1000 personnes D'accord. au quotidien. En France, on reste quand même à taille humaine. On est encore 60. Donc ça va. Au quotidien, ça va. C'est vrai qu'après, il faut associer aussi tous les noms de l'international, de tous les interlocuteurs qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que, en fait, il y a eu des changements successifs. Il y a eu la fusion entre entre les startups françaises, Mm. après le rachat avec Booksy. Donc, en fait, il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, 4 ans, qui ont vécu énormément de changements, qui Mm. apportent aussi des changements aussi de poste, euh, des changements de priorité, de mission. Et ça déstabilise aussi beaucoup. Un changement majeur dans la vie d'un salarié, c'est normal. Quand vous en vivez deux, trois, en fait, sur une période, on va dire, deux, trois ans, là, ça commence à faire beaucoup. Donc, ça avait marqué quand même pas mal les gens. Il y avait beaucoup de départs. Il y a eu quand même beaucoup de départs en France, en tout cas. On est sur 20% de départs quand même, avec des tensions dans les équipes. Il y a eu, on va le dire aussi,
certainement des erreurs de management, des erreurs de recrutement aussi. Donc, il a fallu un peu, moi, quand je suis arrivée, j'ai fait un petit audit de tout Un ça. bilan? Voilà, j'ai rencontré des membres de chaque équipe. J'ai pas pu rencontrer tout le monde, mais en tout cas, la plupart des gens, j'ai pu discuter avec eux, de savoir un petit peu comment ils se sentaient. Et c'est vrai que le bilan, en fait, à l'arrivée, je me suis dit, waouh, ouais, il y a quand même beaucoup de choses à faire, pas mal de structuration aussi à apporter. Et notre boussole, au quotidien, on a un outil en fait qui permet de Mm. prendre un peu la température des équipes, qui s'appelle Office Vibe. Et donc, du coup, on a un KPI qui s'appelle le INPS, D'accord. un peu comme vous prenez en fait la satisfaction des clients. Là, c'est la satisfaction des employés. Donc ça, c'est un peu notre boussole. Et quand je suis arrivée, il était à 2. Ah oui. Donc ça, 2%. Donc il était quand même relativement bas. Et ça, 2% c'était, avec 20% de turnover, du coup. Oui, en c'est effet, oui, ça. c'est Voilà. une ambiance un Donc peu morose. voilà, c'est ça. L'ambiance était un peu morose. Et on est passé par des phases assez difficiles parce que le temps que tout se mette en place, le INPS a continué à chuter. On est arrivé à -17. Et en fait, il a fallu quand même beaucoup de patience parce qu'on s'est dit, waouh, ça va être beaucoup Mm. de travail. Euh, je vous avoue qu'il y a eu des jours où en fait, j'avais un peu le moral moi-même en berne. Je me suis dit, mince, je mets plein de choses en place et en fait, ça ne s'arrange pas en fait. Et, Bah, surtout qu'en fait, changer tout ça, ça prend du temps. et oui, J'imagine qu'il y a des actions comme ça qui peuvent avoir un effet immédiat, mais c'est que ça. la plupart du temps, c'est plutôt des actions sur du long terme. C'est ça. Mais il faut s'armer de patience, en fait. C'est vraiment la leçon. Mm. Euh, Vous allez mettre en place des choses, en fait, avec Mm. des effets plus ou moins immédiats, mais en fait, c'est vraiment sur le long terme que vous allez voir les résultats. Donc, il ne faut pas désespérer tout de suite. Mais aujourd'hui, le INPS, il est à 13. On a gagné 30 points en l'espace de 3 mois. Donc, Mm. voilà. Et j'ai vraiment confiance en l'avenir. Je pense que ça va encore augmenter. On va tout faire. En tout cas, on en a encore Sous la pédale. largement sous le pied, voilà, pour apporter encore plus de satisfaction. Voilà, mais ça donne beaucoup d'espoir et cet outil justement nous a permis Ouais. d'identifier là où ça pêchait et ça nous permet de prioriser en fait. Là où il fallait prioriser, c'est par exemple le feedback. Il y en avait déjà? Euh, il y en avait déjà, mais pas beaucoup. Et en fait, il y a eu un trou dans la raquette au niveau de l'équipe managériale, puisqu'en fait, une partie de l'équipe Mm. managériale est aussi partie l'année dernière. Et donc, il a fallu les remplacer. Et pour certains Mm. ont attendu très longtemps avant de revoir un manager. Donc, ça a apporté aussi quand même pas mal de souffrance des équipes sur cette période-là. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que le feedback, ça paraît évident comme ça, mais la communication avec les managers, avec la direction, Mm. savoir ce qui se passe dans l'entreprise en général, savoir en fait vers où va l'équipe et de façon individuelle, en fait, est-ce que notre travail correspond bien aux attentes de l'entreprise. euh, Est-ce que nos attentes sont entendues? Ça, c'est quelque chose de primordial. Et s'il n'y a pas ça, Ouais, on a besoin de se sentir vu, d'avoir le sentiment d'avoir un impact, quoi, même si il est c'est minime, ça, mais de exactement. participer à une vision globale. Et j'imagine que, en effet, quand on n'a pas de retour, rien du tout, on peut se sentir un peu perdu et en tout cas ignoré, quoi. Ça doit C'est pas être ça. simple. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Donc ça, on l'a rectifié assez vite et ça a porté ses fruits. Donc, enfin, voilà, les deux métriques, on va dire, problématiques quand je suis arrivée, c'était le manque de feedback et aussi le manque de vision et la cohésion des D'accord. missions. Ok, donc toi en fait quand tu arrives, tu identifies ces 3 points-là et donc voilà, tu mets en gros l'importance sur ces 3 points-là. J'imagine que les valeurs par exemple, la vision, les valeurs, c'est des choses qui prennent un petit peu plus de temps à construire? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Là, on a commencé en fait par des choses, on va dire, des quick wins, comme on appelle, comme on dit en start-up. Donc, c'est des choses que vous pouvez mettre en place rapidement, qui Mm. sont pas forcément coûteuses,
ou gratuites, et qui vont porter ses fruits assez vite, qui vont répondre en tout cas aux attentes assez vite. On a commencé, en fait, le premier lieu, c'était vraiment euh, de former les managers, d'apporter un petit peu plus de structure, Mhm. de cohésion en fait, managériale. Et donc ça a commencé par des petites formations sur la gestion de la période d'essai, le feedback justement, puisqu'on arrivait en fin d'année et donc il y avait ces fameux entretiens annuels qui se sont déroulés en 2 temps. Donc il y avait un process group. Là, c'est pareil, première fois Mhm. qu'on déploie ce process en France, donc les gens découvraient aussi ça. Moi aussi, d'ailleurs. Et donc là, du coup, bah, ça a permis aux gens de s'exprimer, enfin, ça y est. Ah, Là, à ce moment-là, c'est tout le monde se réunit et tout le monde s'exprime et partage son ressenti et sa vision. alors là, pour le coup, c'était plutôt des entretiens Ah oui, individuels d'accord. avec des managers. Voilà, via un outil, en fait, chacun donne son retour. Par exemple, grâce, si je te fais un retour en tant que père ou en tant que collègue, en tant que manager, tu vas avoir une vision de 360 de ton travail et de la façon aussi dont tu incarnes les valeurs. Donc ça avait déjà commencé. La façon Euh, dont tu te perçois, la façon dont les autres te perçoivent. Mm. exactement. Voilà. Donc ça, c'était un premier travail. Ensuite, il y a eu les entretiens annuels. Donc ça a été déployé assez rapidement et après on est passé aux valeurs, puisque ça c'est, comme tu l'as dit, un chantier quand même plus long. Il fallait que moi-même je les comprenne et que je me dise bah, comment moi je les incarne déjà au quotidien en tant que RH, pour Qui vient après, d'arriver. voilà, Bah qui oui. vient d'arriver, qui est en train d'apprendre un petit peu la culture de l'entreprise actuelle et pour pouvoir orienter aussi le travail des collaborateurs sur un éventuel atelier. Donc ça s'est fait dans un deuxième temps, ça s'est fait en mars d'ailleurs, ça s'est fait ce mois-ci. Ah oui, Ouais. c'est assez récent. À ce moment-là, c'est toi qui es moteur pour la constitution de cette culture entreprise ou est-ce que ça vient aussi d'en haut? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on gère un petit peu la prise de décision là-dessus? Alors, on a la chance en France d'être assez autonome à tous les niveaux. À tous les niveaux, sauf peut-être Oui. le produit qui a une roadmap internationale, forcément. Mais au niveau RH, en tout cas, on est assez autonome et ça, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que euh, si je veux mettre en place, par exemple, un atelier sur les valeurs, je l'ai proposé à ma DH et mon DG, le CEO de la France, avec qui je travaille étroitement. Je lui dis voilà, aujourd'hui on a des nouvelles valeurs, on part en fait d'un mix de culture d'entreprise, on repasse sur une autre. Là, je pense qu'il y a besoin de s'aligner tous, de se poser tous Mmh. ensemble, parce qu'on est arrivé avec des valeurs qui étaient déjà définies en fait chez Booksy. Et les gens n'ont pas eu leur mot à dire sur ces valeurs-là et on ne sait pas concrètement comment on les incarne au quotidien. Et on est challengé tous les jours. Voilà, vous avez une valeur qui s'appelle People First. Bah, en fait, comment on l'incarne, cette valeur dans le management, en RH, entre les équipes? Oui, j'imagine qu'au tout début, après les fusions, les rachats, on se dit: «Oui, les valeurs, c'est bien mignon», mais en fait, c'est des mots qui, au final, ne C'est ça, s'incarnent pas dans la réalité, quoi. exactement. Et j'ai fait ce constat-là en parlant avec les équipes, en regardant un peu les feedbacks qu'il y avait sur l'outil. Et là, j'ai parlé à mon DG, à ma DRH, en disant ça serait bien quand même qu'on fasse un petit atelier Mmh. tous ensemble pour justement, parce que c'est pas à moi juste toute seule dans mon coin de dire bah, comment on incarne ces valeurs, c'est un travail collectif. Et ces valeurs, euh, elles doivent être renforcées au quotidien par les équipes elles-mêmes en fait. Mmh. Si les managers se mettent dans un coin, décident tout seuls, ça va pas marcher. Il faut que les gens adhèrent et que les gens s'approprient ces valeurs. Mmh. Donc j'ai proposé cet atelier qui s'est déroulé début mars et ça s'est plutôt très bien passé. D'un point de vue très large, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, qu'une entreprise ait une culture d'entreprise? Alors tout simplement parce que j'ai quelqu'un, un professeur de master qui nous dit qu'il faut replacer l'humain au cœur de l'entreprise. Et en tant que RH, bah, Mmh. forcément, j'adhère complètement à ça. Une entreprise, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des objectifs.
des targets commerciales, des clients, etc. C'est avant tout de l'humain. Si vous n'arrivez pas à embarquer des gens dans une aventure collective, vous n'allez pas aller très loin. En fait, vous allez passer votre temps à coller des rustines un petit peu partout et votre bateau, il va jamais avancer. Donc, avoir en fait cette culture commune et une culture forte, c'est primordial en fait pour embarquer tout le monde. Et à ce moment-là, comment on fait? Parce qu'il existe des tonnes de cultures d'entreprise différentes par des valeurs, une histoire, une organisation aussi. On le voit beaucoup dans les épisodes de culture d'entreprise. Quand on est comme ça au début de la constitution d'une culture d'entreprise, comme ce qui se passe en ce moment chez Booksy, comment est-ce qu'on choisit ce qu'on veut être? C'est une bonne question. Là, on est parti. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est parti d'une culture d'entreprise qui était déjà existante, qu'il fallait s'approprier. Ouais. Donc, on ne va pas réinventer la hiérarchie, par exemple, les codes, quoi. C'est ça. Donc, les codes, encore, on peut travailler dessus, en fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque entité est relativement autonome. Donc, c'est aussi à nous d'apporter notre pierre à l'édifice. Booksy, c'est encore un groupe qui est en pleine construction, qui est en pleine croissance. Et on peut tout à fait apporter notre patte et nos idées. Donc ça, c'est hyper important. Donc rien n'est figé. Donc aujourd'hui, on a des valeurs, mais aujourd'hui, on a une culture, on a une façon de fonctionner. Et on est beaucoup dans le test and learn. Et même au niveau groupe, c'est-à-dire pas au niveau juste français, au niveau du siège, au niveau du board, ils sont aussi beaucoup dans OK, là on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Par contre, un tel nous a donné une idée, ou telle entité en fait a essayé quelque chose et ça a marché. OK, on va le faire, on va y aller. Ouais, donc il y a un travail de veille aussi, j'imagine. Oui, ouais, tout à fait. Travail de veille, beaucoup de discussions, beaucoup de communication au global, donc inter-entité. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste partir d'une base et rajouter des pierres à l'édifice, construire ensemble le tout, la cathédrale. Voilà. Ouais, on va prendre des problématiques, analyser des problématiques qui sont à l'échelle de l'humain, de l'individu, et puis après grossir à ce groupe-là, enfin cette équipe-là, et puis un petit peu plus en grossissant au final un peu l'échelle à chaque fois pour voir les problématiques à tous les niveaux. On reconstruit un peu comme échelle par échelle, quoi. C'est ça. Et il faut commencer un peu par les basiques. C'est-à-dire les valeurs, c'est quelque chose d'obligatoire, j'ai envie de dire aujourd'hui. Toute entreprise a des valeurs. Après, il suffit pas que ce soit juste des mots sur des posters dans l'entreprise, il faut les incarner. On va dire que c'est la base, la façon de fonctionner. Il faut tous se mettre d'accord, tous se mettre autour d'une table, se dire OK, comment on veut marcher aujourd'hui, comment on veut raisonner, comment on veut communiquer. Rechallenger tout ça, la culture d'entreprise, c'est pas non plus quelque chose de figé. C'est quelque chose qui doit être challengé au quotidien. Et s'il y a besoin de changer, il faut changer. Il faut être à l'écoute de toutes les équipes, pas forcément que se parler entre dirigeants ou entre managers, d'où l'importance de cet outil aussi. Il faut être capable de faire remonter les sujets et de s'adapter. Nous, les problématiques qu'on a eues en France sur le feedback, sur la vision, ne sont pas les mêmes qu'en Amérique où ils sont installés déjà depuis des années. Ils en ont d'autres. Donc, du coup, ils n'auront pas forcément les mêmes chantiers à appliquer. Oui, d'accord. Et justement, en parlant de chantier, tu nous fais la transition assez naturellement. Quels sont les chantiers à venir pour toi et pour Booksy France ? Alors, les chantiers à venir, donc là, ça y est, les valeurs, ça a été fait. Les chantiers, c'est continuer à solidifier l'équipe managériale, tout simplement, donc en déployant beaucoup de formations, en faisant grandir aussi les gens dans l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de fidélisation, on parle de salariés qui sont très volatiles, qui restent chez vous pendant 1 an, 2 ans et après ils s'en vont.
ce qui représente un coût pour l'entreprise, on va pas se mentir. Et moi, ce que j'aime en tant que RH, c'est voir des gens qui sont là depuis des années, qui sont passés peut-être de service en service ou Qui ont évolué, ouais. qui ont grandi tout simplement, qui ont appris énormément. Et ça, c'est vraiment une envie du groupe. Donc c'est construire des plans de carrière, quoi. Ouais, tout à fait, des plans de carrière, ce qui peut être assez contradictoire avec ce qu'on vient de dire, puisqu'aujourd'hui, on sait que les gens vont pas rester, mais c'est charge à nous de les faire rester dans l'entreprise, de leur apporter de la valeur ajoutée, de se dire, bah, toi aujourd'hui, tu rentres, je sais pas, au support, comment tu vas évoluer dans l'entreprise? Est-ce que tu vas passer par du management? Est-ce que tu vas passer par de l'expertise produit? Est-ce que tu vas passer peut-être, je ne sais pas, au marketing ou en tant que account manager? Est-ce que tu vas gérer est-ce que tu vas apprendre un autre métier? C'est ça qu'on doit vendre aujourd'hui aux salariés dans l'entreprise. Donc c'est en effet beaucoup d'écoute, c'est j'imagine beaucoup de formation aussi? Oui, la formation. Donc là, on va être encore une fois sur une année de transition et on a envie de solidifier tout ça. Donc la formation, c'est hyper important et j'espère pouvoir encore la développer cette année. Et puis, surtout le gros sujet de l'année, ça va être finaliser cette migration qui a commencé l'année dernière. Donc devenir à 100% Booksy. Voilà, les laisser derrière. Cute, le ciseau, Flexi, c'est fini, quoi. Ok. Voilà, c'était très bien, mais là aujourd'hui on est Booksy et donc du coup il faut migrer le produit, la culture, l'administratif, tout. C'est super intéressant. Bah, merci beaucoup, Céline. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Ça passe vite. Ça passe vite. Non, c'était hyper intéressant, du coup, ce que tu nous as expliqué sur Booksy, le Doctolib de la beauté. C'est intéressant, en fait, de voir comment on crée une culture d'entreprise, comment est-ce qu'on gère comme ça des fusions, des rachats et une intégration à un groupe international. Donc, les défis que ça peut représenter pour toi. Comme d'habitude, le petit rituel à la fin de l'épisode, c'est que je demande à mon invité de me donner une citation sur la culture d'entreprise. Est-ce que tu en as préparé une? Oui. Alors, j'ai beaucoup recherché. Je me suis dit, je vais trouver une super citation. Je vais sortir du Confucius. Oui, une citation qui change. J'en ai trouvé une qui me tient beaucoup à cœur. Qui parle de l'exemplarité. C'est une citation d'Alain Perfit qui dit « Toute figure exemplaire est nourricière de confiance ». Je pense que quand on vit des situations comme ça, comme la mienne, en plein changement, il faut que la direction, les managers soient exemplaires pour montrer la direction aux équipes. Et on ne doit jamais se cacher en fait derrière la carte. Je suis un manager, je fais ce que je veux. Non, on doit vraiment embarquer tout le monde dans la même direction, être ensemble. Ça, c'est important. Il y a quelques années, j'ai une manager qui m'a dit manager, c'est un exercice solitaire. Moi, je me sens pas du tout seule dans mon travail. Je suis proche de mes équipes, je suis proche de mes pairs, je suis proche de mon manager et c'est très agréable. Il faut faire en sorte d'embarquer tout le monde et d'être exemplaire. Super. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.